Avez-vous déjà réfléchi au véritable pouvoir que recèle une paire de mains? Eux, non pas le pouvoir de commander ou de conquérir, mais la force tranquille et formidable de créer, le pouvoir de prendre de simples filles de l'argile brute, de humbles herbes, et de les transformer en quelque chose de beau et d'utile. Entre les mains d'une femme, ce pouvoir se multiplie. Voici l'histoire de ces mains, les mains d'Hawa, et comment leur travail constant et déterminé n'a pas seulement façonné des objets, il devient la force qui nourrit une famille, qui éduque un enfant, qui tisse la trame même d'une communauté. Voici l'histoire de ces mains, mais a créé un nouveau destin pour tout un village. Dans un petit village africain, au rythme du soleil, il y a des mains qui ne sont jamais immobiles. Les mains des mères, les mains des filles, les mains des sœurs, qui pilent le grain, qui portent l'eau, qui apaisent les fièvres, qui créent. Les mains d'Hawa n'étaient pas différentes, et pourtant, en elles, reposait un rêve agité. Elle connaissait l'art ancien du tissage, une compétence transmise par sa mère, un langage de motifs et de couleurs parlé depuis des générations. Mais Hawa aspirait à ce que ses mains parlent un nouveau dialecte. Imaginez un village baigné dans la lumière chaude et dorée du soleil d'Afrique de l'Ouest. La vie ici est une tapisserie vibrante de vues, de sons et d'odeurs. L'air porte le parfum de la terre rouge, des feux de charbon de bois et du parfum doux et lourd des fleurs de mangue. Au marché central, un kaléidoscope de couleurs se déploie. Des femmes vêtues de tissus brillants, étals débordant de poivrons flamboyants, d'ignames terreuses et de poissons séchés chatoyants. L'air bourdonne d'une symphonie de négociations, de rires, de cris joyeux d'enfants, une pulsation constante et rythmée. C'était le monde d'Hawa, un lieu d'une immense beauté et de contraintes tout aussi immenses, où la vie était vécue au grand jour, ses joies et ses luttes exposées à tous. La maison d'Hawa était une simple habitation en briques de terre, ses murs frais contre la chaleur de midi. Ici, elle vivait avec sa mère, une femme dont les mains, bien que ralenties par l'âge, détenaient la bibliothèque des techniques de tissage ancestrales de leur famille. C'est de ses mains qu'Hawa a appris à créer des motifs complexes à partir d'herbes séchées, à tordre et à tresser des fibres pour en faire des paniers si fins et si solides. Hawa aimait ce travail. Elle aimait la sensation des matériaux, la concentration qu'il exigeait, le lien qu'il lui donnait avec la longue lignée de femmes qui l'avaient précédée. Mais son amour était teinté d'une frustration tranquille, d'un rêve qui semblait juste hors de sa portée. Le rêve était celui d'un atelier, un véritable lieu de travail. Pas seulement un espace à l'ombre de l'acacia, mais un véritable lieu d'affaires, un endroit où d'autres femmes pourraient se réunir, où leurs compétences collectives pourraient être affinées et amplifiées. Elles rêvaient de vendre leurs créations, non pas seulement pour quelques pièces au marché local, mais à des acheteurs de la grande ville, pour un prix qui reflèterait leur vraie valeur. Elle rêvait de subvenir aux besoins de sa mère, de s'assurer que les enfants du village aient des livres pour l'école, de voir les femmes autour d'elle se tenir un peu plus droites, leurs poches remplies des fruits de leur propre travail, leur voix confiante sur le marché. Mais les rêves dans son village se heurtaient souvent au mur de la réalité. La tradition avait creusé de profonds canaux pour le déroulement de la vie, et les rôles des hommes et des femmes étaient clairement définis. Les femmes étaient l'épine dorsale du foyer et du marché, leur travail sans fin et essentiel. Pourtant, lorsqu'il s'agissait du monde plus vaste des affaires, leur voix s'estompait souvent en un murmure. Le monde du commerce formel, des chaînes d'approvisionnement et de l'exportation était un monde d'hommes. Les ambitions d'Hawa étaient considérées par beaucoup comme une fantaisie douce, mais finalement naïve. L'esprit d'Hawa ne se laissait pas facilement enfermer. Elle savait que les compétences ancestrales que sa mère lui avait enseignées étaient une fondation, mais pour construire son rêve, elle avait besoin de nouveaux outils, des outils d'affaires, de gestion, de marketing. Elle devait apprendre le langage du marché, en chiffres, en négociation, en stratégie. Son ambition n'était pas seulement d'être une artisane, mais de devenir une architecte d'opportunités. Hawa pratiquait son art, expérimentait de nouvelles teintures à partir de plantes locales, esquissait des motifs innovants dans la terre avec un bâton. Elle commença à parler de ses idées. Elle parlait de créer une coopérative, de mettre en commun leurs ressources, d'établir des normes de qualité qui rendraient leurs produits irrésistibles. Le tournant, une ONG lança un programme. Il offrait une formation technique, amélioration artisanale, comptabilité, tarification des produits, négociation. Pour Hawa, une porte imaginée se matérialisa. Voici la clé qu'elle cherchait. S'inscrire fut un acte de défi. Elle absorberait chaque leçon, chaque technique, chaque conseil, et ramènerait tout cela, comme une graine précieuse, pour la planter dans sa communauté.
Elle créerait son propre marché, sous le soleil africain, sur les fondations du savoir partagé et de la force collective. Le défi le plus immédiat fut le cœur de scepticisme. Ce n'est pas un travail pour une femme. Les marchands de la ville vous tromperont. L'artisanat, c'est pour les souvenirs. Les ressources étaient maigres. Les meilleures herbes, les fils de qualité, les outils, simples, usés et souvent inefficaces. L'idée d'investir semblait insensée à beaucoup. Hawa sentait le poids de ses doutes, mais le cœur d'Hawa était fortifié. Vous devez connaître votre produit. Elle apprit à classer, à identifier, à créer des teintures. Avec Mariam, affiner leur technique. Armée de cette nouvelle connaissance, elle concentra son énergie. Elle teignit, ajouta une boucle en cuir, l'exposa seule. Une femme paya le prix demandé. Ce fut une petite victoire. La pièce dans sa paume n'était pas seulement de l'argent, c'était une preuve. C'était le premier fil du succès. La leçon suivante, un beau produit ne suffit pas. Pour la première fois, Hawa et Mariam ont examiné des colonnes de chiffres, apprenant les bases de la comptabilité. Elles ont méticuleusement calculé les fibres, la teinture, le transport et la valeur de leur propre temps et de leur travail. Ce fut une révélation. Elles avaient drastiquement sous-évalué leur travail. Cette nouvelle littératie financière était un atout puissant. La prochaine étape, négociation puis marketing. Votre prix n'est pas seulement un chiffre, c'est une affirmation de votre valeur. Elles ont créé un logo. Pensez à la marque, à l'emballage, à la présentation, transformant leur création en objet désirable. Armées d'une compréhension claire de leurs coûts, elles ont abordé le marché différemment, présenté leurs produits avec fierté, ont parlé aux clients avec autorité, et ont commencé à obtenir de meilleurs prix. Elles ont pris des photos et les ont envoyées au contact en ville. Lentement, quelques petites commandes sont arrivées. Même Kofi a observé avec curiosité et a offert parfois des conseils utiles. Le résultat le plus significatif, passage de l'effort individuel à la stratégie collective. Les leçons sur les chaînes de valeur prenaient sens. Son succès était lié au succès des autres. Elle a commencé à enseigner techniques de tissage avancées, principes de calcul des coûts et contrôle qualité. Elle n'était plus seulement une artisane, elle devenait leader, mentor et le centre d'une entreprise en plein essor. Le modèle de progrès devenait clair, un modèle qu'elle tissait toutes ensemble. La demande croissante. Il était temps de construire son atelier. Avec ses petites économies, un microcrédit facilité par l'ONG et des contributions d'une poignée d'autres femmes engagées, elles ont sécurisé une petite dépendance. Elles l'ont nettoyé, blanchi à la chaux et ont construit de simples établis en bois. Le atelier du nœud de Tisserand était né. L'atelier est rapidement devenu le nouveau cœur de la vie économique du village. Hawa a établi un système de production, décomposant la création de leurs articles en tâches spécialisées. Mariam, responsable du contrôle qualité. Les femmes plus âgées préparaient les fibres. Les jeunes filles venaient après l'école. Chaque femme était payée pour sa contribution, et pour beaucoup, c'était le premier revenu indépendant. L'argent a commencé à circuler. Un courant constant de changement. Les maris ont commencé à voir les avantages, payant les frais de scolarité, une meilleure nourriture et des médicaments. Les enfants voyaient leur mère, des femmes d'affaires, des leaders et des créatrices. Les conversations des hommes. Kofi, l'ancien sceptique, était devenu un allié improbable, fournisseur de teinture, meilleur tarif d'expédition. Bien sûr, le chemin n'était pas sans difficulté, retard, spécifications modifiées, moments de doute et d'épuisement. Mais maintenant, elles n'étaient plus seules, partageaient leurs inquiétudes et élaborèrent des solutions. Cette solidarité était leur plus grand atout. Elles avaient appris à négocier non seulement avec les acheteurs, mais aussi avec l'adversité elle-même. L'atelier était plus qu'un atelier, c'était un témoignage de leur résilience collective. L'aboutissement de leur travail acharné est arrivé avec une invitation à participer à une prestigieuse foire nationale d'artisans dans la capitale. C'était leur plus grande opportunité à ce jour, une chance de présenter leur travail sur une grande scène. Les semaines précédant l'événement furent un tourbillon d'activités intenses. L'atelier bourdonnait d'énergie de l'aube au crépuscule. Le grattement et le tiraillement. Chaque pièce était inspectée par Mariam. Chaque étiquette était attachée avec soin. Chaque boîte était emballée avec une prière. Elles n'emballaient pas seulement des paniers et des textiles. Elles emballaient l'histoire de leur village. Elles emballaient la résilience de ces femmes.
Elles emballaient les rêves de ses enfants. Le jour de la foire fut une explosion sensorielle. Hawa ressentit une vague d'excitation nerveuse. Leur stand, une oasis de textures naturelles et de couleurs vibrantes et terreuses. Des touristes curieux, des collectionneurs avisés, des citadins élégants. Ils ne se contentaient pas de jeter un coup d'œil. Ils s'arrêtaient. Ils touchaient les tissages complexes. Ils admiraient les teintures riches et naturelles. Ils écoutaient Hawa et Mariam raconter leur histoire, l'histoire de leurs mains, de leur formation et de leur village. La réponse fut accablante. Les gens n'achetaient pas seulement un produit, ils achetaient un morceau de cette histoire, la qualité, l'authenticité et le puissant récit de l'autonomisation des femmes. Kofi expliqua avec passion. Le voir fit monter une larme aux yeux d'Hawa. À la fin de la journée, leur stand était presque vide. Elles avaient en vendu plus en un seul après-midi que d'habitude en 6 mois. La récompense était une validation profonde et émotionnelle. Hawa, au milieu du joyeux chaos, regarda Mariam, le visage illuminé par un sourire de pure joie. Elle pensa à sa mère restée au village, à Fatou, qui leur avait donné les outils, à toutes les femmes dont les mains avaient contribué à ce moment. La tapisserie de leur succès était complète. Chaque fil représentait un défi surmonté, une compétence acquise, un préjugé démantelé. Ce n'était pas une fin, mais un nouveau départ plus prometteur. Les mains qui tissaient autrefois de simples paniers tissaient maintenant un héritage d'espoir et d'action collective. Avec compétence, solidarité et un rêve inébranlable, quelques femmes déterminées peuvent en effet tout changer. C'est l'histoire d'Hawa, dont les mains ont fait plus que tisser des paniers. Elles ont tissé l'espoir, elles ont tissé la dignité, elles ont tissé un avenir, où les femmes ne sont plus de simples participantes économiques, mais les architectes célébrés de la prospérité de leur village.